Bonjour à toutes et à tous, Madame, Messieurs, chers journalistes, je suis heureux de vous accueillir aux côtés des responsables des partis politiques qui forment le grand rassemblement de l'écologie pour 2022. Vous connaissez Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts, vous connaissez Delphine Batho pour Génération Écologie, vous connaissez Sophie Taillé-Polian pour Génération S et vous connaissez François Béchiot pour le mouvement des progressistes. Toute la famille écologiste est donc réunie pour vous présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2022. Des vœux évidemment de bonne santé pour chacune et chacun, alors que la pandémie, vous le savez, continue d'apporter quotidiennement son lot de décès. Vaccinez-vous. Les écologistes mettront dans cette année électorale toute leur énergie, leur détermination, leur enthousiasme pour que notre pays sorte du déni de l'urgence climatique et écrive une nouvelle page de l'histoire de la France, l'écologie et la justice sociale au pouvoir. Nous le devons à chacune et à chacun, et nous le devons particulièrement à notre jeunesse. Les vœux, traditionnellement, sont des vœux à la presse. Et nous avons souhaité cette année faire des vœux pour la presse. Si nous avons choisi ce jour, c'est aussi parce qu'il y a 7 ans, 12 personnes mouraient dans les locaux de Charlie Hebdo parce qu'ils vivaient librement la pensée, l'écriture, le dessin. Et je voudrais les citer aujourd'hui. Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Kayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Tinius, Wolinski. Évidemment, je veux associer le policier Ahmed Merabet, qui était décédé aussi ce jour-là. Pour ces journalistes, je l'ai dit, qui vivaient librement leur métier de journaliste, pour les 45 journalistes qui sont morts en 2021 dans le monde, pour les 2 journalistes qui sont morts en Haïti hier, je vous propose quelques instants de silence. Donc des vœux pour la presse. Cela ne vous aura pas échappé. Dans cette campagne présidentielle, la question de la liberté de la presse, de l'indépendance des médias, du rapport des Français à l'information, tous ces thèmes majeurs sont jusque-là très largement négligés. Vous le savez aussi, vous le vivez, la confiance des Français envers les médias, comme envers l'ensemble des institutions, dont le monde politique, pose un grave problème démocratique. Cette confiance s'affaiblit structurellement. Cette perte de confiance témoigne d'un affaiblissement de notre socle commun d'idées, de connaissances et de vérités dont nous avons besoin pour débattre et faire des choix collectifs, des choix de société éclairés. L'une des causes de cette défiance tient sans doute dans la montée en puissance des réseaux sociaux. Ils permettent la diffusion et l'amplification massive des fake news, de fausses informations non filtrées, non vérifiées, mais qui ont tout pour frapper les esprits. Vous connaissez ces chiffres. Une fake news se diffuse 6 fois plus vite qu'une nouvelle vraie, et elle a 70% de chances de plus de se propager massivement. Ces réseaux sociaux concurrencent et fragilisent les médias d'information professionnelle que vous représentez, leur fiabilité de l'information et évidemment leur modèle économique. À regarder les inepties qui circulent sur les vaccins, on se dit qu'effectivement, nous avons une responsabilité collective à corriger et à redonner confiance dans l'information vérifiée. Mais les réseaux sociaux ne sont pas les seuls en cause. Les politiques ont une lourde part de responsabilité. Tant de promesses non tenues par ceux qui nous gouvernent depuis si longtemps, et leur incapacité, ou plutôt leur capacité,
à travestir la réalité quand ils se sont trompés plutôt que de reconnaître leurs erreurs. Et puis il y a le média bashing, des attaques extrêmement violentes, régulièrement proférées contre vous, malheureusement, qui viennent de gauche comme de droite, posent de vrais problèmes de respect de l'institution et des médias. Ne négligeons pas la responsabilité d'un Zemmour. Vous l'avez entendu en octobre 2021. Je pense qu'il faut supprimer la redevance pour que le service public cesse de nous racketter, puis de nous cracher au visage. On pourrait rappeler les déclarations du président de la République lui-même lors de l'affaire Benalla. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. On pourrait rappeler les difficultés des journalistes à travailler, que ce soit sur les événements présidentiels comme dans les manifestations. Rappelons certaines déclarations, la haine des médias et de ceux qui les animent est saine et juste. Pour ma part, je n'oublie pas ces coups de boutoir qui rejoignent les attaques contre la justice et tout ce qui fonde l'équilibre indispensable des pouvoirs, la place des contre-pouvoirs, l'état de droit et finalement la démocratie. Pour ma part, pour notre part, je veux saluer le travail des journalistes qui se battent pour informer avec rigueur, professionnalisme et courage. J'ai rappelé dans le monde les journalistes qui meurent ou qui travaillent dans des conditions absolument dramatiques en Chine, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Russie, ce qui n'empêche pas la France de faire grand commerce avec ces pays. Je pense évidemment au sein de l'Union européenne, à la Pologne, à la Hongrie. Particulièrement, il est difficile de travailler. En France aussi, être journaliste, c'est pas toujours évident. C'est souvent travailler dans des conditions précaires. C'est parfois s'exposer à la menace d'un procès, de chantage ou la menace d'intimidation physique. Désormais, en France, pays des droits de l'homme et de la femme, le travail des journalistes est entravé dans les manifestations, les meetings politiques, les enquêtes d'investigation, la collecte de témoignages ou de documents sensibles. Je tiens donc à faire de ces vœux aussi un moment pour vous proposer un certain nombre de réformes que nous mettrons en place pour que vous puissiez travailler librement. Le premier chapitre de ce programme, c'est la volonté que nous avons de revenir sur un certain nombre de lois, de décrets et de pratiques qui sont liberticides parce qu'elles encadrent votre capacité aujourd'hui à travailler librement. Vous le savez, Emmanuel Macron a contraint le travail des journalistes en protégeant encore davantage le secret des affaires et en faisant du schéma national de maintien de l'ordre un instrument contre la liberté d'informer et de filmer. Je crois que le rôle d'un président de la République, c'est au contraire de poser des règles claires qui protègent totalement les journalistes et la presse sans aucune ambiguïté. Jamais je n'exigerai de vous une accréditation pour couvrir une manifestation. Je lèverai les barrières à l'investigation imposées par la loi de 2018 sur le secret des affaires sur les entreprises, les banques, les agences publiques et les grandes fortunes. Je serai toujours du côté des journalistes et de leurs sources victimes de harcèlement judiciaire. La loi sur la protection des sources devra ainsi être amendée pour être moins ambiguë et plus protectrice. Les journalistes devront être protégés contre tout risque d'engagement de procédures judiciaires à des fins d'intimidation. Mediator, Algues vertes en Bretagne, Dieselgate, Panama Papers, LuxLeaks, vous savez combien parfois il est difficile pour les journalistes de travailler, d'informer, notamment quand ils révèlent des secrets, des scandales industriels ou politiques. Je rétablirai le droit à la diffusion d'images, notamment celle des manifestations quand y adviennent des violences policières. Et puis la liberté d'informer, c'est aussi un préalable indispensable au jugement libre du citoyen, au débat éclairé. Il n'y a pas de démocratie sans cela, et vous le savez, ce terreau doit être cultivé dès le plus jeune âge, à l'école, par une éducation à l'information et à l'esprit critique. Nous nous inspirons du modèle finlandais, où, dans l'ensemble de la scolarité, on apprend aux enfants à analyser de manière critique l'information, à déceler les fake news
Et c'est comme ça que dans ce pays, particulièrement, la confiance dans l'information, la confiance dans la vérité est beaucoup plus forte qu'ailleurs. C'est possible de le faire. Le second chapitre de mon projet présidentiel traitera de l'indépendance des médias. Nous avons en France un problème de concentration très forte des médias entre les mains de quelques grandes fortunes. Une concentration, vous le savez, de plus en plus forte et qui est toujours à l'œuvre. Les grands propriétaires de médias possèdent presse écrite, chaînes de télévision, radio, fournisseurs Internet et plateformes en ligne. Or, le gouvernement actuel n'a rien fait face à l'incontestable obsolescence des règles de pluralisme et de concentration des médias qui datent des années 80. Au moment où de puissantes chaînes privées de télévision sont en passe de fusionner, phénomène également à l'œuvre dans l'édition, vous le savez, il est urgent d'agir pour préserver les fondamentaux de notre démocratie et la pluralité. Nous régulerons la taille des groupes, c'est possible. Nous procéderons à une réforme de la loi de 1986 pour, encore une fois, actualiser les règles de concentration en prenant en compte la pluralité des médias, écrits, audiovisuels et Internet. Pour favoriser la transparence, nous imposerons aussi la publication des noms des propriétaires effectifs des organes de presse et audiovisuels. Permettre aux journalistes de peser face aux dirigeants des entreprises, c'est possible et nous le ferons. Par le jeu des aides publiques, nous renforcerons le rôle des rédactions face aux actionnaires. Vous le savez, plusieurs options sont ouvertes et existent. Une parité des journalistes et des actionnaires au sein des organes de gouvernance. La création d'un droit d'agrément permettant de donner aux journalistes un pouvoir contraignant sur les décisions les plus importantes, par exemple la nomination d'un directeur ou d'une directrice de la rédaction ou l'entrée dans le capital d'un actionnaire important. Autre option, la création d'un statut juridique pour les rédactions, garantissant à leurs membres une plus grande indépendance dans leur travail. Des exemples français et étrangers existent déjà. En France, on peut citer Le Monde, par exemple, mais c'est aussi ce qui existe au Guardian, l'organe de gouvernance du Scott Trust, qui détient le titre, associe les salariés du média aux prises de décision. Donc la mise en place de l'une de ces garanties d'indépendance, encore une fois, selon les différentes options que nous avons mentionnées, conditionnera l'accès aux aides publiques comme au marché public. Dans l'audiovisuel, la loi renforcera le rôle des comités relatifs à l'honnêteté de l'information et les conventions avec l'ARCOM, ancien CSA Hadopi, et nous réviserons les règles pour garantir là aussi la pluralité. Alors oui, ça ne vous a pas échappé, le projet politique que nous portons est un projet de transformation, de rupture, aussi dans ce cadre-là. Il s'ancre dans une vision renouvelée de notre démocratie, une démocratie où les citoyens retrouvent le sens des institutions, retrouvent les leviers d'action, une démocratie où les citoyennes et les citoyens espèrent et s'engagent à nouveau. Oui, nous avons besoin d'une rupture majeure pour que la complaisance qui est souvent devenue la règle entre responsables politiques, grands patrons de l'économie, grands patrons de presse, cesse et que cesse de s'affaisser notre démocratie. Face aux influences extérieures, les journalistes ont résisté. Ils ont parfois réussi à créer des chartes, des pôles d'indépendance, des sociétés de rédacteurs et des droits de veto. Ils ont parfois réussi à l'emporter. Souvent, ils ont perdu aussi, faute de règles protectrices inscrites dans la loi. Je m'engage devant vous à garantir ces règles de droit, à faire de mon mandat celui de l'indépendance de la presse. Troisième volet de mon projet, il porte sur les mesures économiques en faveur des médias d'information. La politique a la responsabilité de garantir votre liberté, de protéger les rédactions des influences. Mais son devoir est aussi de créer des conditions favorables pour que les entreprises de presse vivent, croissent et prospèrent. Le rôle de l'État est d'organiser et de réguler le marché, vous le savez, pour nous protéger des pollutions, pour protéger notre environnement, pour inciter les entreprises à se réinstaller sur notre territoire. De la même manière, l'État doit réguler le marché des médias pour que demain,
De plus nombreuses sources d'informations de qualité existent partout sur le territoire, qu'il s'agisse de télévision, de radio, de presse écrite ou numérique. Aux États-Unis, les journaux sont dorénavant, ou un certain nombre d'entre eux, cotés en bourse. Des territoires entiers ont perdu leur presse locale. Et sans surprise, ce sont ces territoires où on vote Trump, où on ne croit pas au dérèglement climatique, où on ne croit pas à l'épidémie de Covid. Là, en France, l'appétit financier d'un certain nombre d'actionnaires a eu raison aussi d'un certain nombre de titres. La concurrence grandissante des GAFAM, la disparition des revenus publicitaires de la presse a largement fragilisé votre modèle économique d'information. Je crois sincèrement que l'État peut aider les médias d'information à trouver leur modèle économique en proposant un cadre juridique adapté à leur situation. Ainsi, je propose de créer un nouveau cadre juridique pour des entreprises de presse garantissant un capital pérenne sur le modèle de la fondation, par exemple. Les entreprises qui feront ce choix pourront recevoir de l'argent de mécènes afin de se préserver des mouvements de capitaux déstabilisants. Il s'agit de favoriser la gestion de long terme et donc l'indépendance éditoriale. C'est ce qu'au font les anglo-saxons avec les Charitable Trusts. Et encore une fois, on pourrait citer le Guardian. Je voudrais citer aussi le Guardian à titre d'information, parce que, comme vous le savez, le Guardian intègre aussi le taux de CO2 dans l'atmosphère, dans sa rubrique météo, afin de sensibiliser au réchauffement climatique. Et le travail qu'a pu faire le Guardian sur notamment les lobbies et toutes les stratégies des entreprises pour déstabiliser la science sur le dérèglement climatique est de ce point de vue exceptionnel. Alors évidemment, nous, on n'est pas toujours content de ce que vous faites. On ne va pas se raconter d'histoire. Quand le GIEC sort un rapport essentiel pour l'avenir de l'humanité et que les médias préfèrent titrer sur le transfert de Messi. Moi, j'adore le foot, hein, je suis très content que Messi soit en France, mais il y a de l'importance respective à respecter. Voilà, on n'est pas toujours content. Mais notre choix démocratique, c'est qu'en fait, vous êtes libre de le faire. Et c'est ça qui est aujourd'hui essentiel. Ce n'est pas aux politiques à dicter la hiérarchie de leur information. Je l'ai dit, on changera les règles des aides publiques qui sont particulièrement opaques et qui parfois ne servent pas les médias qui devraient le plus en profiter. La banque publique d'investissement finance des start-up, mais pas de journaux locaux. Pourquoi pas? Favoriser le mécénat, l'investissement citoyen défiscalisé dans les médias. Pourquoi pas? Et puis parlons des GAFAM. Vous le savez, ils ont capté les recettes publicitaires des médias d'information. Ils récupèrent vos contenus sans les payer ou parfois trop peu. Et le droit européen, de ce point de vue-là, n'a pas tout réglé avec les droits voisins. Et donc, il faudra, au niveau européen comme au niveau français, renforcer le pouvoir de négociation des médias face aux GAFAM pour qu'ils ne négocient pas avec vous dans un rapport de force qui est perdu d'avance pour la presse. De nouvelles sources de financement, je l'ai dit, nous permettront de soutenir les médias privés qui produisent du bien commun, mais aussi, bien sûr, l'audiovisuel public. Nous ne sommes pas étonnés que les Zemmour, les Le Pen crachent sur l'audiovisuel public, et comme Valérie Pécresse souhaite le privatiser. Le président de la République, elle avait lui-même, vous vous souvenez, annoncé, ou en tout cas privilégié la suppression, la disparition de France 3, avait parlé de honte pour l'audiovisuel public, évidemment avec toujours la même volonté de libéraliser et de faire des coupes budgétaires. Nous devons sortir d'une logique de réduction systématique des investissements dans les antennes. Et notamment, nous pensons aux antennes de France 3 et de France Bleu ou de France Info TV. La presse régionale est un outil absolument essentiel pour faire vivre les territoires, pour faire vivre la démocratie dans les territoires et pour faire vivre ce qu'est la vie réelle dans les territoires. Alors oui, nous réduirons la publicité sur les produits les plus polluants et nous discuterons avec les organes de presse pour les accompagner dans cette transition qui pourrait certes
leur faire perdre des recettes publicitaires, mais on ne peut pas vouloir informer sur le dérèglement climatique, vouloir résoudre les problèmes du dérèglement climatique et faire la pub pour des SUV matin, midi et soir. Vous en vivez, c'est un problème pour vous, mais c'est un problème pour l'humanité. On sortira de ce cercle vicieux. Enfin, dernier point. On ne laissera pas les entreprises de presse, qu'elles soient privées ou publiques, abuser du recours aux précaires, aux pigistes, aux CDD, à répétition, ou pire, aux auto-entrepreneurs ou à ce qu'on appelle maintenant les content managers. Nous ferons respecter le droit social, l'égalité salariale femmes-hommes dans les entreprises de presse comme dans les restes de l'économie. Nous imposerons la mise en place de cellules de signalement des violences sexuelles et sexistes dans les médias. Mesdames et messieurs, chers journalistes, vous l'avez compris, je serai le président du climat, de la justice sociale. Je serai aussi le président qui respectera la liberté d'informer, qui défendra la liberté d'informer. Ce sujet majeur doit être au cœur de cette élection présidentielle. Pour notre part, il est en haut de l'agenda. Nous légiférerons sur ces points dès les 100 premiers jours de mon mandat, y compris par décret. Une nouvelle fois, une très belle année 2022. Un grand débat démocratique s'ouvre. C'est une opportunité extraordinaire pour nos concitoyens de choisir la France dans laquelle ils ont envie de vivre. Jamais nous n'avons été aussi bien informés sur les défis qui sont devant nous, qui sont déjà là. Jamais nous n'avons eu autant les moyens de les résoudre. Et donc, il revient aux Françaises et aux Français, en avril et en mai, de se choisir un président de la République et une Assemblée nationale qui soit à la hauteur des défis qui sont devant nous. Pour nous, ce sera une France de l'action climatique, de la protection du vivant et de la justice. Une France de la dignité, des libertés et de l'émancipation individuelle et collective. Une France amoureuse et soucieuse de la démocratie. Je vous remercie. Vous m'entendez? Ok. Bonjour, Perrine Vaz, BFM TV. Alors les journalistes, vous l'avez rappelé, font pas toujours ce que vous avez envie qu'ils fassent, et on va poser des questions qui vont encore un peu vous énerver, mais enfin, je vais faire vite, comme ça on va enlever le sparadrap rapidement. J'ai 2 questions d'actualité et puis 2 questions sur ce que vous venez de dire. Sur ce que vous venez de dire, il y a un point qui m'accroche l'oreille sur baisser le nombre de pigistes, d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire la précarité dans les médias. Comment vous faites? Vous n'avez pas forcément développé ce point. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce matin, mais Bruno Latour, psychologue des sciences, a eu des mots un peu durs en disant que l'écologie politique faisait en même temps paniquer tout le monde et faisait bâiller d'ennui. Je voulais avoir un peu votre réaction là-dessus. Et enfin, 2 questions d'actualité, notamment sur la panique un peu qui s'empare des écoles en ce moment, avec beaucoup de cas de Covid. Est-ce que vous trouvez, comme beaucoup dans l'opposition, que Jean-Michel Blanquer a manqué cette étape et qu'il est démonétisé au sein du gouvernement? On voudrait avoir votre réaction là-dessus. Et enfin, Anne Hidalgo, hier, sur France Info, a dit que c'était de votre responsabilité s'il n'y avait pas d'union à gauche. J'ai fini, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci infiniment. La démocratie, c'est votre liberté absolue de choisir vos questions. La démocratie, c'est ma liberté d'y répondre ou pas. Je vais répondre. Vous m'avez dit que vous me poseriez 2 questions importantes. Donc, comme vous en avez posé 4, je vais choisir les 2 questions qui sont effectivement importantes. La première question, c'est Bruno Latour, qui est un intellectuel essentiel, très important dans le débat politique français, très important internationalement. Il est parfois plus écouté, plus lu à l'étranger qu'en France. Ça en dit long, au fond, sur, pour le pays de Descartes, notre rationalité en matière scientifique
et notre capacité à réfléchir sur, encore une fois, ce qui fonde depuis des années, et pas simplement dans le gouvernement Macron, ce qui fonde le déni de l'urgence climatique et ce qui conduit, comme dans un film dont tout le monde parle en ce moment, Don't Look Up, à reporter pour aviser plus tard. Il a raison, Bruno Latour, sur le fait que c'est difficile aujourd'hui d'emmener une majorité des Françaises et des Français. C'est difficile d'imposer dans le débat public à ce jour, les enjeux essentiels de notre pays. Climat, vivant, justice sociale, discrimination, démocratie. C'est plus facile d'insulter les Français, c'est vrai. C'est plus facile d'insulter les valeurs de la République en parlant, au fond, de nettoyage ethnique. C'est plus facile d'insulter l'histoire de la France en faisant de Pétain un résistant. Mais notre conviction absolue, et nous le voyons sur le terrain, c'est que les Françaises et les Français attendent des réponses à leurs difficultés du quotidien. Combien je paye de chauffage? Combien je paye d'électricité? Combien je paye pour mes transports? Quelles solutions on m'offre justement pour mes dépenses contraintes de pouvoir d'achat? Transport, logement, énergie, alimentation. Comment mes enfants mangent bien à l'école? Est-ce qu'ils vont manger bio enfin? Comment je vais pouvoir m'investir dans mon entreprise? Participer à sa vie, participer à sa prospérité. Comment les services publics sont accessibles? L'hôpital, évidemment, l'école, le commissariat, le tribunal. Et comment notre pays ensemble s'empare des grands défis du climat, du vivant et de la biodiversité et de la justice sociale. Et en fait, quand on est sur le terrain, pardonnez-moi, les sujets de petite politique, on m'en parle pas en vrai. On m'en parle pas. J'étais il y a 2 jours à Bordeaux avec des apprentis qui étaient enthousiastes de s'investir et d'apprendre des métiers dans tous ces métiers de l'environnement, depuis la propreté jusque la rénovation des logements ou d'autres sujets encore. Nous étions l'après-midi devant 700 étudiants et étudiantes et qui étaient enthousiastes à l'idée que dès 18 ans, nous allions mettre en place l'autonomie des jeunes, avec un revenu citoyen qui éradiquerait dans notre pays la grande pauvreté. Comment l'écologie était un projet d'émancipation individuelle et collective. Et c'est ça dont nous parlent les Françaises et les Français. Et c'est à ça que je veux répondre. Alors maintenant, sur Blanquer. On a un ministre qui incontestablement s'ennuie. On a pourtant une école qui fonctionne mal, avec une communauté éducative épuisée, une communauté éducative maltraitée. Et pourtant, on a un ministre qui, depuis des années, va de polémique en polémique sans investir sur l'éducation de nos enfants et sans leur permettre de s'accomplir dans la société. On a un ministre qui n'a pas installé de capteur CO2 dans les classes. C'est aujourd'hui un enjeu majeur et même là-dessus, il n'assume pas ses responsabilités. C'est un ministre qui, on parlait de la presse, préfère faire des coups médiatiques, gérer des exclusivités avec la presse plutôt que d'informer en transparence, en intelligence, en responsabilité l'ensemble des personnels éducatifs, les parents et les enfants. Eh bien, nous avons un ministre de l'Éducation qui est devenu un boulet pour l'école publique, qui est devenu un boulet pour ce gouvernement, mais ça, on s'en fout complètement, mais qui surtout n'assume pas ses responsabilités de participer à la réduction des contaminations à l'école. Vous savez, nous sommes porteurs d'une idée qui est très belle dans la société, qui est celle du consentement.
Et vous savez ce que c'est le consentement? Quand c'est non, c'est non. Juste, il y a une question à distance qu'on va peut-être prendre et ensuite on prendra la question dans la salle. Bon, on va prendre la question dans la salle. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Esther Delors de l'FPTV. Alors, sans parler d'Anne Hidalgo, il y a aujourd'hui plusieurs militants de gauche écologistes qui entament une grève de la faim, eux aussi pour appeler à l'unité. Qu'est-ce que vous leur répondez? Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Juste une petite alerte sur la santé. Certains sont habitués à organiser régulièrement leur grève de la faim. Je voudrais être sûr que toutes les personnes qui sont associées à cette initiative prennent soin de leur santé. Je l'ai expliqué depuis 6 mois, en fait. Je l'ai expliqué depuis 6 mois. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. Vous savez, on est en 2022. On a eu ce que Delphine appelle une canicule d'hiver. C'est vachement sympa, Noël en t-shirt, objectivement. On n'a plus besoin de prendre l'avion. On ne l'a pas souvent fait, mais pour traverser la planète, pour être en t-shirt l'été, c'est très sympa. Mais c'est le symptôme d'un dérèglement climatique très dramatique qui fait dans le monde déjà des milliers de morts, fait bouger des populations, rendent, pour reprendre les expressions de Bruno Latour, notre Terre ou une partie de notre planète inhabitable. Eh bien, c'est ce sujet-là que nous allons porter dans cette campagne présidentielle. Et il n'y a que les écologistes. Il n'y a que les écologistes pour mettre le climat, le vivant et la justice sociale comme priorité absolue de leur programme. Nous sommes dans la clarté du projet, nous sommes dans la clarté de la candidature, et donc, de ce point de vue-là, nous ne bougerons pas. Bonjour, Anthony Latier de RFI. 2 questions. À Bordeaux, vous l'avez un peu évoqué, vous avez dit que Christiane Taubira et Anne Hidalgo devaient prendre leurs responsabilités. Est-ce que, concrètement, vous appelez à ce qu'elles se retirent à votre profit? Et une autre question, vous misez aussi sur la carte du sérieux, de la responsabilité, de la constance dans cette campagne. On voit aussi que ce qui marche, c'est peut-être malheureusement quand certaines disent qu'il faut ressortir le Karcher, quand on dit qu'on veut emmerder les non-vaccinés. Est-ce que cette carte du sérieux est-elle vraiment tenable? Est-ce que vous n'avez pas une nécessité de muscler un peu votre jeu dans cette campagne? Quand je l'ai dit, et nous en faisons l'expérience tous les jours, sur le terrain, parce que les écologistes sont en campagne. Les Françaises et les Français regardent ce spectacle de la politique très souvent avec beaucoup d'angoisse sur justement la responsabilité des candidates et des candidats à construire une société apaisée et surtout à répondre à leurs difficultés du quotidien. Il y a 2 enjeux sur lesquels nous nous investissons pleinement. Je l'ai dit, les difficultés du quotidien. Et tout notre projet que nous présenterons à la fin du mois montrera qu'une fois que les écologistes auront gouverné, le quotidien des Françaises et des Français sera beaucoup plus agréable, qu'on sortira de la malbouffe, qu'on sortira de la précarité énergétique. Je l'ai dit, qu'on éradiquera la grande pauvreté dans notre pays, qu'on sortira des discriminations et des injustices, et puis qu'au-delà de notre vie personnelle, notre vie familiale, nous retrouverons un grand projet pour la France. Celles et ceux qui manipulent les peurs et les angoisses des Françaises et des Français, qui en font des paniques identitaires, qui jouent de l'invective, au fond, ont choisi un champ de bataille qui ne sera pas le nôtre, en fait. Que le président de la République ait choisi Éric Zemmour comme adversaire politique, qu'il ait choisi finalement de s'aligner, y compris sur son registre lexical. C'est sa responsabilité ou son irresponsabilité. Notre responsabilité, c'est d'apporter des réponses crédibles aux Françaises et aux Français. Vous savez, moi, quand j'écoute, encore une fois, les Françaises et les Français,
Ils veulent de l'apaisement. Ils veulent des solutions. Ils veulent que notre pays s'en sorte. Et sur le terrain, en difficulté ou pas trop en difficulté, ils ont plein d'envie, de désir, d'engagement, d'optimisme. Et c'est les pulsions de vie que nous voulons incarner dans cette campagne. Que tellement de candidats soient dans la surenchère des pulsions de mort, des pulsions de haine, des pulsions de rejet, des pulsions de régression. C'est leur affaire, on leur laisse. Nous serons dans les pulsions de fraternité. Nous serons dans les solutions, nous serons dans les pulsions de vie. Et notre conviction absolue, c'est que c'est ce projet-là qui rassemblera les Françaises et les Français, et que c'est ce projet-là qui fera de la France de nouveau un pays qui a confiance en lui-même, qui se projette sur l'Europe et sur le monde. On va prendre la question de Yvan Logvenov de Agrapresse. Bonjour, donc Yvan Logvenov à distance pour Agrapresse, agence de presse professionnelle sur l'agriculture. Entre les algues vertes, l'élevage industriel, le travail dissimulé, la viticulture, les enquêtes dans le secteur agricole font particulièrement l'objet de violences et d'intimidation avec plusieurs procédures en diffamation. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit le cas spécifiquement dans ce secteur? Comment est-ce qu'on faciliterait le travail des journalistes dans le secteur agricole? Et enfin, qu'est-ce que vous feriez de la fameuse cellule Déméter si vous êtes élu président? Merci. Ben celle-là, elle saute. On ne va pas se raconter d'histoire que ce gouvernement et les gouvernements précédents aient été aussi complaisants avec la violence de certains groupes sur des bâtiments publics, dans l'agriculture, ces dernières années et ces dernières décennies, est choquant. Que ce gouvernement ait choisi de fliquer, de vouloir intimider et empêcher d'agir les lanceurs d'alerte quand ils parlent des pesticides, quand ils parlent de l'élevage industriel, quand ils parlent des intérêts entre ces lobbies et certaines firmes internationales, c'est choquant. Quand une journaliste n'arrive pas à, au fond, présenter un livre sur les algues vertes, c'est profondément choquant. Et puis pour toutes les petites questions, pardonnez-moi, ou pour toutes les questions politiciennes qui ont été posées, regardez ce qu'a été la gestion politique de la Bretagne toutes ces dernières années. Regardez ce qu'a été la gestion politique de la Bretagne toutes ces dernières années au regard de l'élevage industriel, au regard des pollutions. Et Delphine, qui me rappelait il y a 2 jours que les communistes et les socialistes se sont abstenus sur l'interdiction du glyphosate, ça vous dit à quel point on a besoin des écologistes avec une ligne claire pour défendre le vivant, la biodiversité, les paysannes et les paysans, et évidemment la qualité de notre alimentation. On a la question de Émilie Legendre de AEF Info à distance. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis donc journaliste pour AEF Info, c'est une agence de presse spécialisée. Et moi, je voulais revenir avec vous sur cette proposition de réduire les publicités sur les objets les plus polluants. J'ai noté donc que c'était un objectif de réduction et pas d'interdiction, comme le proposait la Convention citoyenne pour le climat. Je voulais savoir pourquoi cette différence et je voulais savoir aussi s'il était possible de préciser quels objets seraient vraiment ciblés et par quels moyens vous allez réduire cette publicité. Est-ce que ce sera une loi, un décret? Voilà, merci d'avance. Alors, j'ai du mal m'exprimer. J'ai dit que l'interdiction d'un certain nombre de publicités réduirait les recettes publicitaires de la presse et que nous accompagnerions la presse dans cette transition. Et nous reprenons justement les propositions de ce point de vue-là de la Convention citoyenne qui relèveront donc clairement, il y a un certain nombre de produits, de services qui sont aujourd'hui polluants, qui détruisent la planète, et on n'a pas à faire la publicité de ce qui détruit la planète. Vous savez, toute la logique de notre projet, au fond, c'est assez simple. C'est une logique de bonus-malus. Tout ce qui va bien sera privilégié par les politiques publiques, d'où la modulation de la TVA. On réduira la TVA sur les objets qui sont réparables, qui sont réutilisables, recyclables, qui seront des services ou des produits de circuit court. Évidemment,
l'alimentation biologique, et nous taxerons davantage ce qui pollue, ce qui relève de l'obsolescence programmée ou ce qui a fait des milliers de kilomètres inutilement. De la même façon, nous conditionnerons tous nos outils de politique publique au climat, à la biodiversité, à la justice sociale et à l'égalité femmes-hommes. Ça sera la grande rupture, en fait, du quinquennat écologiste. C'est que l'argent public sera un argent au service de l'intérêt général et non pas de l'argent qui ne soit pas discriminé du point de vue qu'il sert l'intérêt général ou clairement des intérêts privés. Claire Lessing, TF1. J'ai 2 questions. Je voulais savoir si vous aviez peur de participer à la primaire populaire. Et la deuxième question, je voulais savoir si l'urgence climatique ne vous obligeait pas à dépasser les clivages à gauche. Merci. Vous avez parfaitement raison de dire que l'urgence climatique nous impose de dépasser tous les clivages et particulièrement les vieux clivages. C'est exactement le projet que nous portons. C'est exactement la campagne que nous portons. Vous savez, les écologistes revendiquent au plus haut point les valeurs et les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, d'entraide, de bienveillance, de solidarité. La démocratie, la République, la citoyenneté, pour nous, sont des actes d'audace, de courage, comme disait Jaurès. Ce sont des principes de vie, ce sont des principes d'action. Et aujourd'hui, l'urgence climatique, l'urgence sociale sont telles que c'est l'ensemble des Françaises et des Français que nous devons rassembler. Mais nous devons les rassembler sans ambiguïté, en sortant du conformisme qui a pu gouverner toutes ces dernières années, et finalement en sortant des demi-pas, des complaisances, des promesses non tenues. Vous le savez et vous le voyez dans les mairies, et nous en sommes fiers, quand les écologistes ont pris des engagements pendant la campagne, ils sont en train de les mettre en œuvre. Sur la solidarité, sur l'écologie, sur le logement social, sur les transports, sur l'alimentation bio dans les cantines. Sur tous ces sujets-là, nous sommes en train de réaliser ce que nous avons promis. Et s'il y a un enjeu pour retrouver la confiance dans la politique, c'est de commencer par faire ce qu'on a promis. J'ai déjà répondu à cette question, madame. Bonjour, Benjamin Mathieu, France Info. Je suis désolé, je vais encore vous poser une question qui va vous plaire. On a du mal à comprendre votre stratégie. Vous dites que vous êtes les seuls à mettre le vivant au cœur de votre programme. Ce n'est pas totalement vrai. C'est aussi le cas, par exemple, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas, vous ne discutez pas avec lui? On a bien compris que vous ne vouliez pas parler à Anne Hidalgo, à Christiane Taubira, à Arnaud Montebourg. Ça fait déjà pas mal de monde. Mais pourquoi pas travailler avec Jean-Luc Mélenchon, puisque si vous voulez faire gagner l'écologie, vous ne pouvez pas y arriver seul. Enfin, à moins que mais vous pourquoi vous dites ça? aujourd'hui... Pardonnez-moi, mais pourquoi vous dites ça? Ça semble... Quel est, au fond, le retour sur l'histoire qui permette de considérer aujourd'hui que un rassemblement qui est déjà acté, c'est le rassemblement de tous les écologistes, de tous les mouvements écologistes, un rassemblement qui va s'amplifier. Notre pays est un pays politique. Les Françaises et les Français adorent les idées. Ils adorent le débat d'idées. Ils se foutent un peu plus des questions de personnes. Et ils ont raison. Et ce que nous voulons faire, c'est justement porter des idées. Ce que nous voulons faire, c'est pas sauver telle formation politique, c'est pas organiser le temple solaire du sacrifice collectif ou du suicide collectif. Ce que nous voulons faire, c'est gagner cette élection présidentielle. Et notre conviction, si vous ne l'avez pas encore compris, je me permets, c'est qu'on a du mal à l'exprimer, mais je me permets de le rappeler. Notre conviction, c'est que c'est sur la base d'un projet clair qui affronte les grands défis auxquels notre pays est confronté, que nous pouvons gagner cette élection présidentielle. On est à 95 jours du premier tour. Entendez que les écologistes
vont faire cette campagne présidentielle. Entendez qu'en 2022, face aux urgences climatiques, biodiversité, justice sociale, il faut une candidature écologiste pour gagner et pour transformer ce pays. Une dernière question salle et une dernière question Zoom. Bonjour, Magda Bresta-Kovachovo de NHK, télévision japonaise. C'est sur international. Les questions internationales ne font pas vraiment partie du débat lors de la présidentielle en France. Je pense que ce n'est pas seulement en France. Mais il y a une question qui aujourd'hui revient. C'est la question du nucléaire militaire. Et je voulais savoir quelle est la position des Verts. Est-ce que, selon vous, il faudra signer le traité de l'interdiction des armes nucléaires? Comment procéder, et qu'est-ce que vous avez comme message pour le gouvernement français aujourd'hui qui refuse même participer pour l'instant à la première conférence sur les signataires les signataires. J'ai encore lu il y a quelques jours la déclaration qui a été faite de tous les chefs d'État et de gouvernement détenteurs officiellement de l'arme nucléaire. Leur déclaration rappelait l'objectif des traités internationaux qui était évidemment de mettre fin à l'armement nucléaire, condition indispensable pour évidemment combattre la prolifération. Nous nous inscrivons exactement dans ce schéma-là. La prolifération nucléaire est une menace terrible, dramatique et croissante pour l'humanité. Vous doutez bien que quand plusieurs pays du Golfe développent du nucléaire civil, c'est évidemment pour contrer le nucléaire militaire iranien notamment, ou israélien. Et donc on voit bien cette prolifération galopante. Pour notre part, nous souhaitons que la France soit de nouveau à l'initiative sur le désarmement nucléaire, parce que c'est un enjeu absolument fondamental. On a changé d'époque. Beaucoup de responsables politiques, y compris qui ont gouverné, considèrent aujourd'hui que la prolifération nucléaire et de l'armement nucléaire est un enjeu majeur de paix et de stabilité. Une dernière question Zoom avec Geneviève Delacour de l'agence de presse médicale. Oui, bonjour. Donc, l'agence de presse médicale est spécialisée dans la santé. Je voulais savoir si vous prévoyez toujours de présenter votre programme le 15 janvier et si dans ces propositions, il y en aura sur l'hôpital public, la réforme et la lutte contre les déserts médicaux. Parce que la santé a été peu abordée par les différents candidats jusqu'à présent. Alors, on en a beaucoup parlé. Pardonnez-nous, on en a beaucoup parlé. Alors, on n'a pas dû en parler assez fort pour que vous n'entendiez pas nos propositions. On a visité beaucoup d'hôpitaux, rencontré beaucoup de personnels soignants et évidemment, nous aurons un projet très fort pour l'hôpital public. Et ce ne sont pas, encore une fois, les invectives et les insultes qui détourneront le débat sur l'hôpital public. L'hôpital public, ça fait 15 ans, quels que soient les gouvernements, qu'il est soumis à des restrictions budgétaires, à la maltraitance des personnels soignants et à la fin, la mise en danger de notre santé collective. Ce n'est pas résolu ni amélioré avec Emmanuel Macron, mais ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Donc nous aurons et nous présenterons un très beau projet pour l'hôpital public parce que c'est le joyau de notre système de santé, c'est l'outil autour duquel on doit reconstruire l'ensemble des politiques de santé publique. Ce n'est pas le seul, mais évidemment, nous présenterons un projet sur l'hôpital public et ce ne sera pas le 15 janvier, ce sera le 29 janvier. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça c'est fait. Vous avez été parfait. Vous avez été parfait.